Bon, ma présentation, je vais essayer de faire. Bon, j'ai mis beaucoup de slides, mais il y a certaines choses qu'on va peut-être passer parce que vous connaissez. Puis laisser peut-être plus de temps de discussion sur des points. Certains ont été soulevés ce matin. Je n'ai pas assisté toute la matinée, mais on peut parler un peu de tout ça, de tout ce qui a été vécu. Oui, ça fait. On était en début des 90, on était 2-3 labos en France à démarrer la réalité virtuelle, qui n'a pas démarré en 2014, comme certains pourraient le croire. Voilà. Bon, une approche pédagogique. Alors, déjà, rien que pour dire, souvent les gens ils pensent réalité virtuelle, celui qui démarre, c'est avec les visiocasques, mais on peut faire aussi avec des écrans, un écran, des écrans. Évidemment, si vous avez le CEF de PSA, ça coûte très cher, mais c'est très utile pour une entreprise. Donc, il y a différents moyens, on en reparlera un peu plutôt en discussion, mais la réalité virtuelle, c'est déjà plus quelque chose de précis. Bon, on avait écrit, c'est pas. Je reprenant. Il y a des blancs, des noirs. C'est les latences. En réalité virtuelle, il y a 20 ans, on avait des temps de latence importants. On en parlera un petit peu. Maintenant, ça va très vite. Alors, il faudrait activer les slides. On verra. Oui, ce n'est pas pour redire les définitions qu'on avait dit depuis longtemps. On parlera de l'aspect sensori-moteur. Et puis aussi, pour dire, parce que c'est la formation, le côté symbolique. On voit souvent encore des gens qui, en formation, veulent à tout prix faire la copie de ce qu'on fait en formation avec un environnement réel. Et c'est peut-être sujet à discussion, parce qu'évidemment, le symbolique est intéressant. Et il faut en profiter. La réalité virtuelle, ce n'est pas faire une copie du monde réel. Dans certains cas, oui, c'est clair. Pour montrer des exemples qui sont très anciens, mais c'est intéressant, parce que pour la formation, évidemment, toute formation, quelle qu'elle soit au tableau, en TP, etc., on peut faire des symboles, etc., des schémas, tout ça, tout le monde comprend ça, puisqu'il faut avoir une démarche d'abstraction de la réalité pour mieux comprendre. Mais spécifique à la réalité virtuelle, on peut avoir une perception sensorimotrice d'un phénomène. Et ça, c'est intéressant. Je vais couper le son, ça ne sert à rien pour du son. Ici, c'est fait par l'AFPA. Il s'agissait de faire comprendre à des techniciens les efforts dans les machines-outils. Plutôt que leur donner des lois mathématiques, c'est un peu abstrait, leur faire ressentir les efforts en fonction des coupes, des vitesses d'usinage, etc. Évidemment, c'était relativement, ils n'avaient pas les efforts divisés par 100 ou par 1000, mais c'était intéressant parce que c'était une démarche qui était innovante à l'époque, de dire on va faire sentir la personne. Je parlerai beaucoup du corps, de la proprioception, qui a été oubliée un peu ce matin, mais présenter que la réalité virtuelle, c'est on met quelqu'un dans un environnement virtuel. Et là, c'est de faire ressentir symboliquement une loi mécanique. Et en dessous, c'est autre chose, c'était aussi très longtemps fait par le génie militaire à Angers, c'était de percevoir autrement la réalité. Évidemment, quelqu'un qui va apprendre à sonder pour détecter les mines, il peut faire ça sur un terrain vague. On dit, il n'y a pas besoin de faire la réalité virtuelle. Si certains on disait, parce que ça permet de comprendre à l'opérateur la façon dont il va trouver la mine et détecter tel type de mine, en lui montrant ce qu'il ne peut pas voir en réel. On ne peut pas voir en réel les impacts qu'il a fait en sondant un terrain vague. Il peut en faire une présentation que théorique. Et là, c'était représenter ça. Il y a tout un travail de thèse qui est intéressant. On ne va pas développer, bien sûr, sur ce problème-là, mais c'est juste pour vous dire que la réalité virtuelle, on peut faire différemment. Et finalement, c'est au pédagogue de se poser la question, qu'est-ce que je fais de mon environnement virtuel? Si j'immerge l'utilisateur, pourquoi et comment? Au niveau pédagogique, ça peut être intéressant. Bon, ça c'est juste pour une introduction un peu, si on veut, rapidement. Alors, vous savez aussi que dans les années 80, jusqu'à 2015 à peu près, les environnements virtuels, c'était des images de synthèse. Mais maintenant, on peut faire avec des vidéos des caméras 360 degrés. Donc ça, c'est aussi un nouveau secteur d'activité, des nouvelles possibilités technologiques. Et on se dit, est-ce qu'il y a besoin toujours de modéliser un environnement virtuel? Évidemment, les avantages et inconvénients, mais ça peut être aussi à partir de films de caméras 360 degrés, avec évidemment des limites d'interaction. On pourra en discuter, mais c'est juste pour présenter les évolutions quand même c'est la seule évolution depuis 25 ans. J'exagère un peu. Après, tous les problèmes de base sont connus depuis très longtemps, mais il y a des possibilités là qui intéressent, alors pas que le domaine artistique, vous savez que depuis maintenant 5 ans, 10 ans, les artistes, des gens qui viennent du cinéma, utilisent les vidéos 360 degrés et les environnements virtuels modélisés pour faire des œuvres et des expériences immersives qui sont autre chose que le cinéma.
Mais ça peut être aussi intéressant pour la formation. Et il y a des gens qui commencent à dire, je filme mon entreprise, mes employés en train de travailler, et j'utilise cet outil-là. C'est évidemment peut-être plus simple, peut-être plus limité, que de créer tout un environnement de synthèse modélisé en 3D. Voilà. Bon, c'est juste une petite introduction sur quelques petits points. Alors, avant de parler de formation, c'est toujours mon discours de base, c'est de parler un peu de ce que l'être humain. On en a parlé ce matin, on est centré sur l'être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller un peu plus loin. Et je me suis aperçu dans les années 95 que moi, comme tout le monde, je ne connaissais pas beaucoup l'être humain, surtout sur l'aspect sensorimoteur. Et donc, il faut quand même avoir des notions de base qu'en général, les gens n'ont pas toujours, ou ils n'arrivent pas toujours à bien maîtriser et à comprendre ce qui se passe pour l'être humain dans cet nouvel environnement technologique. Je ne vais pas tout développer parce que c'est trop long, mais donner quelques points intéressants à mon avis. Donc, c'était après une réflexion. Je suis un ingénieur, je ne suis pas un chercheur en sciences humaines, mais j'ai quand même beaucoup travaillé avec des gens, des spécialistes, pour avoir une approche sur ces questions-là. Bon, vous aurez droit à aux slides après, si vous pouvez les télécharger sur le site, vous pouvez les télécharger, puis je vous donnerai des références de documents, de livres, si vous voulez approfondir le sujet. Mais juste quelques points. Donc, il y a deux actions à faire pour un en réalité virtuelle. C'est, on veut l'immerger, l'utilisateur, dans cet environnement, bien sûr, il veut qu'il soit dedans. On va voir ce que ça veut dire, le démo. Et puis, on veut le faire agir. Alors, techniquement, on dit interaction, ça fait 2i, mais bon, lui, le sujet, il agit. Il ne dit pas, je n'interagis pas. Et donc, cette question-là n'est pas qu'une question technologique, mais c'est aussi, pardon, je vais aller trop vite. C'est une question aussi du comportement de l'être humain. Et donc, il faut comprendre quelques notions de base sur l'aspect sensorimoteur et cognitif de l'être humain, pour voir toutes les possibilités, toutes les difficultés aussi, puis les limites, que ce soit pour la formation ou dans d'autres domaines. Et bon, on a eu avec mon équipe de recherche une certaine approche, on a une certaine méthodologie. Je vais la présenter très rapidement. Ah bon? Ah, j'ai pas de bruit de fond, moi j'entends bien. Ah, c'est le badge, ça vous fait ça, oui. Ah bah oui. On va faire une action sensorimoteur assez difficile. Je suis arrivé. Ça ira mieux? Ah, j'entendais pas du tout le bruit de fond. Bon, ok. Oui, les limites technologiques, elles existent partout. Donc voilà, alors, l'aspect sensorimoteur, il faut bien comprendre, alors bien sûr c'est celui-là, c'est l'aspect qui est plus physique, alors que les gens évidemment abordent plus, mais sans trop comprendre. Alors déjà, il faut comprendre l'être humain, et déjà ce matin, encore quelqu'un qui disait, souvent on entend parler des 5 sens, l'être humain a bien plus de sens que 5, et souvent les gens font référence aux 5 sens extéroceptifs. Alors il y en a 2 bien sûr, qui sont des phénomènes chimiques donc qui ne sont pas numérisables. Donc, on s'attarde souvent sur la vision de l'ouïe, bien sûr, et la sensibilité cutanée, le toucher, sans rentrer dans les détails non plus. Mais l'odorat et le goût, et l'odorat, c'est un phénomène chimique, donc ce n'est pas numérisable, donc ça porte un coût. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas. Il y en a qui disent « demain, on fera des interfaces olfactives ». Ça fait 20 ans que ça existe. Envoyer une odeur sur le nez d'une personne, c'est facile à faire. Mais le problème, c'est que c'est une contrainte, c'est qu'évidemment... avec une odeur de banane et de fraise, vous ne faites pas orange. Et donc, ce n'est pas comme les images où on a 3 couleurs de base et on fait toutes les images, puisque c'est physique. Donc, ça a une limite, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est la proprioception. C'est-à-dire, le fait... Alors, je perds, pour les spécialistes, on fait en général certains la différence entre la proprioception et la kinesthésie. La proprioception, c'est la position de son cœur dans l'espace, qui est importante, puisqu'on va immerger quelqu'un dans un environnement artificiel, mais on va mettre aussi des mouvements. La personne va être en mouvement, son corps est en mouvement. Alors certains font la différence kinesthésie, moi pour simplifier, pour un langage plus simple, et puis certains philologistes disent aussi ça, ils parlent de proprioception. Donc proprioception, c'est l'ensemble, la position de son corps dans l'environnement. Alors bien sûr, les systèmes vestibulaires qui détectent les accélérations, les inclinaisons de la tête, les organes tendineux qui permettent de savoir où est ma main.
il y a au niveau proprioception et non pas visuel, et les mécanos-récepteurs. Mais le système visuel, lui aussi, il sert. Le système visuel ne sert pas qu'à voir, il sert aussi à se positionner dans l'espace. Et là encore, c'est simplifié. En fait, le schéma est plus compliqué. Et ça, c'est seulement dans les années 1960 que ça a été expliqué. Hein. Si on monte dans les années 1900, on séparait bien la proprioception et l'extéroception. Et en fait, les récepteurs proprioceptifs sont mixés. C'est un schéma très simplifié, ça suffit pour le suivi de discours. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. S'il y a des choses, s'il y a des médecins ici, des physiologistes, ils vont dire bah, c'est un peu simplifié. Mais il faut bien comprendre que la vision, grâce à la vision périphérique, permet de détecter le mouvement de son corps. Alors ça va être un avantage et aussi un inconvénient. De même, avec les muscles, vous pouvez évidemment peser, tenir un objet en main et savoir son poids. Hein. Donc, il faut bien comprendre cette imbrication entre tous ces sens. Hein. Donc, on a une dizaine de sens, hein, peu importe le nombre. Mais il faut bien comprendre cette imbrication, parce qu'au cœur de la réalité virtuelle, pour moi, ce n'est pas la vision, ce n'est pas le son, c'est la proprioception. Alors, on va préciser un peu ça, surtout quand on voudra faire la comparaison entre les Cirrus Games ou la formation en réalité virtuelle. Pour moi, tout ça, c'est de la réalité virtuelle. Tout ça, on immerge. Et on n'immerge pas de la même façon au niveau sensorimoteur ou au niveau cognitif. Donc, il faut comprendre ces questions-là. On va aller assez rapidement parce que pour parler. Mais donc, on a une imbrication entre la proprioception et l'extéroception. Et bien sûr, quand vous mettez une personne dans un dispositif, vous ne pouvez pas le mettre totalement. Au niveau de l'environnement, la compréhension de l'environnement, vous pouvez que la personne soit au niveau extéroception totalement dans un environnement artificiel. Hein, vous mettez un casque ou des grands écrans, le son, etc. Mais la proprioception, la personne, elle va être corporellement dans l'environnement virtuel, mais elle reste aussi dans l'environnement réel. Parce que vous n'allez pas pouvoir changer les lois comme ça de la nature. Hein. Donc c'est ce que je présente un peu schématiquement sur cette question-là. Le sujet donc, est dans un environnement réel, et on veut le mettre dans un environnement artificiel, virtuel. L'extéroception peut être relative à tout l'environnement virtuel. Par contre, la proprioception, elle va être que partielle. Et si vous voulez comprendre, alors, il y a une incohérence, une ambiguïté un peu proprioceptive. Et tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais je l'ai marqué, la vision est prépondérante. Il faut bien comprendre ça dans les sens, la vision est prépondérante pour le cerveau. Donc si vous mettez un casque et vous avez un point de vue qui change, vous connaissez tout ça, la personne, évidemment, voit visuellement son déplacement et donc son corps est en immersion, en déplacement. Et elle ne ressent que ça. Sauf, parce que ça c'est la partie consciente, mais sauf si elle réfléchit en disant, mais j'ai aussi ma proprioception. Et vous pouvez faire l'expérience tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des mouvements dans la démo ou ailleurs. Si vous mettez le casque, moi j'ai fait la démo, je vous l'explique parce que c'est marrant, mais c'est présentatif. C'était, on mettait le casque puis on descendait une piste de ski. Donc avec les deux bâtons, puis il fallait éviter évidemment les sapins. Mais le dispositif est évidemment dans une salle d'exposition, puis derrière vous avez mis un matelas. Pourquoi ? Parce qu'évidemment les gens, pris par la vision, vous voyez qu'ils descendaient de plus en plus vite, donc ils se retenaient. Et avec le réflexe visio-vestibulaire, et ben hop, ils se retournaient, ils tombaient en déséquilibre. Moi je leur ai dit, mais non, pas de problème, moi je vais mettre le casque et je vais descendre la piste sans problème. Alors ils ont été étonnés parce que je ne bougeais pas. Pourquoi ? Parce que je m'étais mis dans la tête de ressentir mes muscles et mes bras, et surtout mes pieds, et la sensation, en pensant bien que j'étais dans une salle d'exposition et non pas sur la piste de ski, et je suis descendu comme ça sans tomber. Donc, il faut bien comprendre le conscient et l'inconscient. Alors, suivant ce que vous faites dans votre l'expérience, si vous laissez aller, moi j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais descendu le ski, puis je serais tombé à la renverse, parce qu'évidemment, il y avait une incohérence entre mes réflexes que j'ai appris dans le monde réel et ce qu'on me proposait dans le monde virtuel qui était évidemment différent. Vous voyez un peu sur un exemple comme ça, ce que ça veut dire. Donc, il faut bien comprendre ces questions-là. On n'a pas le temps de tout développer. Toutes les règles, je vous donnerai quelques exemples, parce que ces questions-là, ça a été posé un peu ce matin, d'une certaine façon ou d'une autre, en disant, il y en a qui ont le mal de mer, etc., il y en a qui ne sont pas bien à l'aise. C'est un problème qu'il faut traiter. Il faut savoir que ces problèmes d'incohérence pour le cerveau humain,
existent et sont déjà traités depuis longtemps. Les premières règles sur la vision stéréoscopique, ça fait 150 ans qu'on a dit qu'il faut 2 images légèrement décalées. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est connu. Mais moi, comme tout le monde, on ignorait, quand j'ai commencé à travailler dans la réalité virtuelle, on ignorait toutes les connaissances qui sont connues par les spécialistes du comportement humain au niveau sensori-moteur. Et donc, il faut bien comprendre ces questions-là qui ont été aussi traitées sur les simulateurs de transport. On va reprendre parler rapidement. Mais la question, c'est donc, est-ce que la personne va s'adapter à ces incohérences sensorimotrices, parce que l'objectif, c'est que le cerveau doit rendre cohérent ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, même si c'est biaisé par rapport au monde réel. Par contre, si c'est trop incohérent, le cerveau disjoncte. Je pouvais dire ça comme ça. Et donc, il y a des nausées, etc. Bon, l'expérience qui a été connue depuis maintenant que c'est revenu, les films en relief, qu'on ose dire en 3D, mais on sait qu'il faut un décalage entre les 2 images très légère. Si vous mettez trop de décalage entre les 2 images, le cerveau n'arrive pas à fusionner. Et à ce moment-là, il refuse le dispositif. De même, si on se déplace à certaines vitesses, on va préciser ça un peu tout à l'heure, tout de suite, ces questions de limites pour que la personne s'adapte à ses environnements, pour qu'elle puisse maîtriser. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire une application ludique, c'est évidemment, si on veut le former, il faut que les gens soient à l'aise. Alors, une difficulté qui a été présentée ce matin, c'est qu'on a des règles, par exemple la disparité rectilienne entre les 2 images, ça doit être 1,5 degré, mais c'est un ordre de grandeur, 1,5 degré. Je n'explique pas la définition de comment c'est calculé ça, mais peu importe. On a un ordre de grandeur. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres. Il y a des personnes qui vont être plus difficiles à accepter ces incohérences, un peu comme le mal de mer. Il y a des gens qui n'auront jamais le mal de mer, il y en a qui auront presque toujours le mal de mer. Donc il faut connaître, alors un travail de réflexion, j'en parlerai un peu avec un groupe de travail sur les usages de la réalité virtuelle, c'est peut-être d'avoir des tests simples pour référencer un peu tous les publics, parce que maintenant que ça va être tout public, il va falloir se poser la question, pour certaines personnes, enfin un petit test, de dire vous allez avoir beaucoup de difficultés, on va vous faire des environnements qui ne soient peu sollicitants sur l'aspect incohérence. Pour d'autres, on pourra faire des choses plus impactantes. Alors, cet exemple, bien sûr, ici, est classique, c'est ce que je viens d'expliquer. Bon, là, c'était un exemple qu'on fait pour PSA, pour apprendre à conduire une voiture autonome, passer de voiture autonome à la conduite manuelle, mais peu importe. C'est bien évident que là, la personne, elle se voit rouler, puisque la vision est prépondérante. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est les systèmes vestibulaires, puisque la personne ne détecte pas les systèmes vestibulaires. Donc on sait qu'il faut respecter 2 millisecondes d'accélération. Les virages, il faut les faire des virages avec peu de courbure, etc. Enfin, toutes ces questions-là, on ne va pas les développer pour laisser le temps à la discussion. Par contre, si vous faites, là, on dit, on peut faire marcher, mais si vous faites marcher, évidemment, la proprioception musculaire articulaire va être correcte, mais il y aura toujours le système vestibulaire. Et bien sûr, il y a l'autre cas où on a l'environnement réel et l'environnement virtuel sont identiques. Alors, évidemment, il faut avoir de la place, mais c'est aussi possible. Donc, toutes ces questions doivent être réfléchies et elles sont traitées. Et bien sûr, le côté positif de ces incohérences, c'est que, comme la vision est prépondérante, vous allez pouvoir faire des applications intéressantes, de rouler, de se déplacer, même si corporellement, physiquement, vous ne déplacez pas la personne. Et avec le côté négatif, évidemment, c'est le système nerveux central, c'est le cerveau, le tronc cérébral et puis la moelle épinière. Si tout ça n'arrive pas à bien rendre cohérent les stimuli qui sont reçus par l'usager, lui, ne pourra pas, évidemment, s'activer. Donc, la première incohérence est visio-vestibulaire. Ici, c'était un travail intéressant fait par Ubisoft. Je connais l'équipe de recherche qui a travaillé ça. Ils ont appliqué les règles qui sont connues depuis longtemps. Ils ont fait travailler évidemment des spécialistes. Parce qu'évidemment, déplacer la tête puis voler dans un espace virtuel, c'est pas naturel. Même pour les oiseaux, ils ne dirigent pas en tournant la tête. Donc, il faut bien voir que dans ce dispositif-là, on n'a pas le temps de détailler, sauf s'il y a des questions après, mais il y a beaucoup de règles qui ont été appliquées pour que ça soit cohérent et faisable pour 95%, 99% de personnes.
même s'il y a des personnes qui sont moins à l'aise que d'autres. Et il faut évidemment, pour Ubisoft, il ne s'agissait pas de vendre pour 10% de la population des jeux vidéo. Alors, en fait, une question qui était importante, c'est le temps de latence. Que je l'ai dit au début, on avait du mal, et encore il y a 20 ans, on avait un temps de latence de 50 secondes quand on bougeait la tête et les réactions des images. Et comme on sait que le temps de latence est de 20 millisecondes, hein, dans le bulbe rachidien, si vous pointez un doigt et vous tournez la tête, hein, évidemment les yeux tournent dans l'autre sens. Mais ce n'est pas en traitement d'image que le cerveau va réagir. Hein. Ça se fait par un automatisme, un réflexe, hein, détecté par le système vestibulaire. Vous tournez la tête et ça oriente, et le décalage n'est que de 20 millisecondes. Donc maintenant, avec la technologie, même si on met un ordinateur, même si on met un capteur et un casque, on arrive maintenant, parce que dans tous les cas, à avoir 20 millisecondes. Et donc on évite évidemment des nausées aux utilisateurs. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de tout. Donc c'est des questions qui sont importantes. Et je vous donnerai une référence après à la recommandation d'usage qui a été publiée récemment par un comité dont j'ai fait partie, qui résume ça. Mais si vous en voulez voir plus, je vous donnerai d'autres références. Donc ça, c'est la partie immersion sensorimotrice, physique, si on peut dire. Et donc la question de savoir, est-ce que je mets tout le corps en immersion, avec la question qui a été aussi un peu débattue, évidemment, si je mets le corps, mais est-ce que je le vois ou pas, hein, c'est une question aussi importante de dire, puisqu'il y a la proprioception qui suffit pour comprendre où est son corps, il n'y a pas forcément besoin de le représenter. Dans certains cas, on va représenter que les manettes. Hein. Dans d'autres cas, il faut représenter tout le bras. Et là, c'est la question de poser, c'est est-ce que c'est utile pour votre application ou pas? On abordera ça. Au niveau cognitif, c'est donc la différence un peu dans les deux cas extrêmes. Hein. On va faire référence un peu pour la formation au Serious Games et la réalité virtuelle immersive, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est les termes que j'utilise, que j'emploie, c'est est-ce qu'on veut faire une immersion visuelle à distance? C'est-à-dire qu'au niveau cognitif, on peut être totalement immergé. Hein. Au niveau cognitif, la personne dans un jeu vidéo, elle est totalement immergée, sur les jeux vidéo classiques. Hein. Par contre, le corps n'y est pas immergé. Même si la personne ne s'en rend pas compte, le joueur ne s'en rend pas compte. Mais c'est bien ça la différence entre le cas où vous allez mettre un visiocasque ou des grands écrans tout autour de la personne et vous avez une immersion proprioceptive. Donc au niveau formation, il faut se poser cette question-là. Et puis évidemment, il y a entre les deux, hein, on verra des cas où il n'y a seulement que les mains qui sont, ou le haut du corps qui est immergé dans l'environnement virtuel. Mais c'est une question que doit se poser le pédagogue. Hein. Ce n'est pas dans l'autre sens, ce n'est pas le technicien de la réalité virtuelle qui doit faire un dispositif en disant « voilà, je vous donne ça ». Donc question un peu de ce matin, c'était ça pour vos formations, c'est de se dire dans quel cas c'est important que la personne soit immergée corporellement. Et dans certains cas, c'est pas utile. Et moi, je vois des applications, je me dis c'est aberrant de faire de l'immersion proprioceptive corporelle quand un simple écran suffit. Je donnerai des exemples, des contre-exemples, à mon avis, hein, bien sûr. C'est toujours que mon avis. Donc ça, c'est une question déjà de savoir si on met le corps en immersion proprioceptive importante ou pas. Et au niveau cognitif, c'est est-ce que j'ai, sans rentrer dans tous les détails des explications, pardon, non, je suis en inverse, j'appuie le mauvais côté. Est-ce que je vais utiliser un schème, un sensorimoteur naturel, c'est-à-dire un automatisme naturel, hein. Évidemment, la marche, là, comme je m'attends, est-ce que je peux faire ça en environnement virtuel? Est-ce que c'est utile par rapport à votre application de marcher? Soit on utilise un schème sensorimoteur naturel, alors le schème c'est au niveau automatisme, référence à Piaget, l'éducation de l'enfant au niveau sensorimoteur. Soit je peux faire par une métaphore. Donc, une métaphore artificielle. Alors, vous connaissez les métaphores de déplacement en téléportation. Hein. Vous cliquez à tel endroit, vous trouvez à tel endroit. Bon, je ne peux pas faire ça en environnement réel, ça serait bien, mais on ne peut pas. Il n'y a pas la bonne gadget. Ça s'éteint toujours un peu. Mais cette question, c'est aussi important pour un pédagogue. De dire, est-ce que j'ai besoin du geste qui ressemble au geste naturel, avec les limites techniques, si c'est possible ou pas, ou économiques, hein. Ou est-ce qu'une action symbolique peut se faire suffire?
On a fait une première formation en réalité virtuelle pour la SNCF, pour un protocole de sécurité pour les conducteurs de TGV en 98, par là. Et il y avait des actions qui étaient symboliques. Décrocher le téléphone, on n'a pas besoin de faire le téléphone, etc. Ce n'était pas utile. Par contre, c'était utile, pour donner un exemple, il y a plein d'exemples, c'était utile qu'ils marchent sur un tapis roulant, parce que le temps était important, leur intervention était minutée, et donc on ne voulait pas leur faire déplacer par téléportation, avec un joystick à toute vitesse. Donc le pédagogue, il a dit, moi je veux que les personnes se déplacent. Sur les aiguillages à longue vitesse, entre le cœur et les aiguilles, il y a 300 mètres. Puis le téléphone est à 500 mètres plus loin. Donc il marchait longtemps. C'était peut-être long, mais il se rappelait physiquement de cette démarche. Et s'il faisait une erreur, ça faisait 2 minutes de plus. Donc, mais c'était un choix pédagogique, ce n'était pas un choix technologique. Pour donner un exemple. Donc ces questions-là sont là. Alors attention que les schèmes métaphoriques deviennent aussi, par habitude, des schèmes sociaux. Au début, ça peut être une métaphore, mais ça peut devenir un schème. Les gens qui font des jeux vidéo classiques, évidemment, ils sont tellement habitués avec les consoles qu'ils n'ont plus à réfléchir. Pour eux, c'est plus une métaphore, ça devient un schème naturel, mais qu'ils ont appris en s'exerçant en jeu. Donc, il faut bien comprendre qu'après, c'est une adaptation aussi. Donc, vous pouvez faire des applications avec un schème qui peut être dur à acquérir au départ. Si la formation dure longtemps, si les gens veulent jouer aux jeux vidéo pendant 20 ans, 30 ans, ils peuvent passer quelques instants, quelques jours à s'habituer à manipuler ça. Par contre, si vous voulez, nous on avait un magasin virtuel, les gens étaient pris dans la rue, puis en 3 minutes ils devaient faire des courses dans un magasin, il ne fallait pas leur donner un schème artificiel, donc on leur donnait un caddie, parce que tout le monde sait déplacer un caddie dans un magasin. Donc vous voyez, juste pour des exemples, alors c'est général pour toute application, mais pour la formation, ça s'intéresse aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui doit être réaliste ou pas, et comment procéder, tout en sachant qu'il y a les limites technologiques puis de l'être humain. Pardon, j'appuie toujours au mauvais côté. Alors un troisième niveau, c'est fonctionnel, mais là je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire, parce qu'on n'a pas trop développé, je vais parler plus de formation quand même, parce que le temps passe. Surtout que j'avais dit, je vais laisser le temps pour discussion. Bon, les 4 activités de base, c'est observer, déplacer, manipuler, communiquer avec d'autrui. Donc on a un schéma, juste pour dire, puis après il y a un schéma 4I2, c'est émotionnel, pour te dire que quand les entreprises venaient nous voir, que ce soit pour la formation ou d'autres choses, on leur disait, ne parlez pas de technologie, ne parlez pas d'immersion cognitive, sensorimoteur, dites-nous ce que vous voulez faire en environnement artificiel. Et pourquoi, en tant que pédagogue, vous avez besoin de ça avant de découler. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur l'usage de la réalité virtuelle, vous avez ici, par VR Connexion, c'est un GIE d'entreprise qui a voulu faire des recommandations. Il y a une vingtaine de pages, puis il y a des annexes. Bon, j'ai participé activement à ce document-là, qui est téléchargeable gratuitement, qui vous explique ça plus en long, en détail. Voilà. Mais l'autre côté, donc, c'est de parquer le formation et éducation, ça nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Donc pour vous donner des exemples, il y a le savoir-faire, donc un système qui était assez ancien, c'était juste, vous voyez, sur un simple ordinateur. Donc l'immersion proprioceptive, elle est juste seulement des bras, des mains. Mais ça suffisait pour vraiment apprendre à faire le soudage. Donc ça, c'était fait par l'AFPA et ça fonctionne parfaitement, ça a été vendu à plein d'exemplaires. Bon, ça date au moins de 15 ou 20 ans. Même chose, si vous voulez faire, pour Saint-Gobain qui fait ça, mettre le crépi des enduits sur les... Vous n'avez pas besoin d'un casque, ça ne sert à rien de mettre un casque puisque la personne regarde toujours le même endroit. Vous avez aussi tous les simulateurs d'engins agricoles ou d'autres qui sont utilisables. Donc l'apprentissage, ça peut être le savoir-faire, donc le geste. De même qu'on parlait ce matin en rééducation, l'éducation, rééducation, c'est la même chose. Pour les patients, savoir est-ce que c'est un aspect sensorimoteur qu'il faut travailler ou est-ce que c'est un aspect cognitif ou les deux. Bien sûr, c'est pas restrictif. Et le savoir et le savoir-être, ça aussi, c'est des questions qui sont abordées. Alors, ça peut être ici, avec un visiocasque. En bas, c'était une entreprise design à Annecy qui fait ça depuis 20 ans. C'est un peu du serious games, c'est un peu la même chose, c'est pareil. Évidemment, c'était juste devant un écran que la personne dialoguait avec
un recruteur, je crois que c'était cet exemple-là. Et donc, ça peut être donc sensorimoteur cognitif, puis ça peut être aussi une formation des urgentistes. Donc tout ce qui est formation à des protocoles de sécurité ou des protocoles dans le milieu hospitalier, mais dans tous les milieux industriels, etc. Surtout au début, ça s'est développé surtout pour la sécurité. Parce qu'évidemment, on voit tout de suite, pas besoin d'expliquer l'avantage. Là, c'était un exemple qui est fait là pour... Utiliser la réalité virtuelle pour entraîner le personnel de santé à des situations de crise telles que des afflux massifs de blessés est l'objet du projet ANR Victims. Grâce à l'environnement immersif et des personnages virtuels autonomes particulièrement réalistes, nous espérons apprendre au personnel du service de santé des armées et aux soignants de manière plus générale à mieux gérer leur stress et réguler leurs émotions dans ces situations d'urgence contraignantes où les besoins dépassent souvent les moyens présents. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop sur la vidéo, mais bon, c'était fait par l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, puis l'Université de Compiègne, enfin, etc. Vous avez les logos là, et d'autres partenaires. Donc là, il faut bien comprendre l'intérêt, c'est aussi le savoir-être et aussi le côté émotionnel de la personne dans cet environnement. Il ne s'agit pas évidemment d'apprendre le geste ici, hein, mais c'était plutôt aux responsables de l'équipe d'urgentistes de savoir animer son équipe de recherche. Bon, avantages et inconvénients de la réalité virtuelle, on va passer parce que notre temps, enfin, vous pourrez voir les slides, mais vous les connaissez, on a déjà parlé, je pense qu'on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Hein. Il y a des avantages pour le formateur, il y a des avantages pour l'apprenant, etc. Je vais passer un peu là-dessus. Je viens plutôt parler d'une chose qui n'est pas toujours abordée dans le détail. Il y a deux, bon, simplifiant et extrême, hein. Quand on veut faire de la formation en réalité virtuelle, il y a deux choses. Il y a la conception de l'activité virtuelle. Bon, ça... je dirais que beaucoup d'entreprises savent le faire, etc. Une autre question, c'est donner des outils pédagogiques aux formateurs. Hein. C'est une question, bien sûr, le dispositif peut être figé, mais il peut être aussi évolutif. Et c'est une question qui a été posée aussi pour la formation, mais c'était posée aussi quand on faisait de la rééducation, thérapeute. On en a parlé un peu ce matin. Comment le thérapeute peut maîtriser ces outils et puis surtout le faire évoluer en fonction de ses méthodes thérapeutique, comment il peut maîtriser l'outil et le former. Donc c'est des questions et bien sûr ici il faut bien comprendre différents problèmes. Alors la conception, ben, évidemment, de l'activité virtuelle, ça va être assez facile. La question, est-ce que l'utilisateur est passif au niveau sensorimoteur ou est-ce qu'il est actif? Est-ce que manipulation, déplacement, dialogue, schème, surtout au niveau des schèmes, quels sont les schèmes qu'il faut utiliser? Je passe rapidement pour aller plus à la suite. Hein, est-ce qu'on va utiliser une métaphore plutôt qu'un schème sensoriel naturel? Et après, est-ce qu'on va utiliser un visiocasque? Est-ce qu'on va utiliser des tablettes? Est-ce qu'on va utiliser des écrans? Toutes ces questions-là doivent être débattues. Mais la question plus importante derrière, ça c'est l'activité. La question, c'est quels sont les outils pédagogiques qu'on peut fournir. Alors l'enseignant, le formateur, il y a plusieurs questions qui sont intéressantes, c'est le suivi et l'évaluation de l'élève, hein, de l'apprenant ou du patient. Ça, on en a parlé un peu ce matin. Mais c'est aussi la gestion de la formation. Comment on va rentrer un peu plus dans les détails, comment il va permettre d'assister l'apprenant, hein, et si évidemment il est en présentiel, le formateur, mais ça peut être autrement. Est-ce qu'il y a des tuteurs autonomes qui vont pouvoir l'aider si la personne fait l'éducation, la rééducation, par exemple, à domicile, comment on va aborder ça? Et donc tout ça est lié évidemment à la modélisation de l'activité de la personne, et donc ça fait appel à l'intelligence artificielle qui se développe, hein, qui a été développée surtout dans ces domaines-là par différents laboratoires et entreprises. Et il faut bien voir l'intérêt ici de la compréhension de l'activité. Donc tout ça ne peut être fait que si on comprend, parce qu'on mesure hein, ce que fait c'est facile, on mesure ce que fait la personne dans l'activité. Et on a des mesures partielles à l'activité. Le problème est de savoir si le formé, l'apprenant, a la bonne activité, et s'il n'a pas une bonne activité, comment l'aider, hein. Et ça peut être ce qu'on appelle l'étayage, un terme plus scientifique si on veut. Comment on va l'aider
Mais si on veut l'aider, il faut savoir où il en est dans sa démarche. Et ça, c'est la grosse difficulté pour la formation en environnement virtuel, c'est d'avoir des compétences en IA pour comprendre ce que la personne est en train de faire. Sauf si le formateur est toujours avec lui. Mais si le formateur est avec lui, il faut qu'il ait les outils pour l'aider. Alors on peut faire différentes façons, donc ça s'était fait par... J'ai repris un peu des slides, c'est marqué, je crois, par Domitique Lourdeau, qui est un des spécialistes de ce domaine-là, qui avait fait la première thèse sur la réalité virtuelle et formation. On peut découper en différentes façons. Ça peut être un soutien, donc ça doit vous suggérer, vous conseiller, vous guider sur la réalisation de la tâche. C'est une première démarche. Soit vous ne l'aidez pas en expliquant la tâche à faire, mais vous lui donnez des outils pour réfléchir. Il doit réfléchir sur sa tâche, expliquer ses buts, ses décisions, pour essayer de lui-même, etc. Et autrement, si vous voyez qu'il y a des difficultés, le taillage intrinsèque, on apporte des modifications à la tâche. On peut, si c'est une tâche très complexe, on peut la simplifier, etc. Donc, évidemment, c'est très général, c'est très facile à dire, plus difficile à faire, mais il faut bien comprendre qu'il y a différentes façons d'aider un apprenant à travailler. Et ce qui serait utile et idéal, c'est d'avoir tous ces outils-là, que le formateur puisse les maîtriser, sans évidemment en développer au niveau informatiquement. Il faut qu'il puisse avoir ces outils-là. Alors bien sûr, ça va dépendre du type d'activité, mais ça ne peut se faire que si vous savez ce que fait l'apprenant à tel moment. Alors si le formateur est en présentiel ou le thérapeute, il peut intervenir tout de suite. Mais si c'est à distance, à domicile, il y a tout de suite de la complexité. Donc à ce moment-là, si vous voulez faire des développements comme ça, il ne faut pas s'adresser à la première entreprise qui fait de formation en réalité virtuelle. Il faut vraiment avoir des gens qui soient spécialisés sur la question d'analyser le comportement d'une personne dans un environnement virtuel. Donc après, évidemment, le comportement du formé, après, évidemment, les fonctions pédagogiques. Donc c'est ce que est marqué ici, modèle du formé, pour l'assister et corriger ses erreurs. Alors, évidemment, il faut aussi le diagnostiquer, ses erreurs. Alors, il y a différents systèmes, les systèmes tutoriels intelligents, STI, c'est vraiment des outils qui ont été développés depuis 10-20 ans par des laboratoires de recherche et par certaines entreprises qui vous permettent d'avoir un outil idéal. Mais bien sûr, ça ne se fait pas simplement parce qu'on va faire un modèle théorique. Après l'activité, c'est la personne qui va faire la formation qui doit expliquer l'activité. Comment l'activité doit être faite, s'il y a plusieurs possibilités, etc. Ça peut devenir très complexe. Mais ça peut être très utile. On avait travaillé, nous, avec des thérapeutes de Kerpap à côté de Lorient et puis de Bordeaux. Et les thérapeutes, ce n'est pas l'éducation, c'est la rééducation après les gens qui avaient des AVC, pour leur apprendre des activités, des fonctions d'organisation de la journée, des fonctions exécutives. Mais les thérapeutes de Lorient et de Bordeaux n'avaient pas la même approche. Donc, il a bien fallu qu'ils s'associent, qu'ils discutent pour avoir un outil qui soit commun. On n'allait pas développer deux outils. Donc c'est aussi très intéressant et très riche pour les formateurs, pour les thérapeutes, de discuter entre collègues pour préciser ce qu'ils avaient souvent au niveau intuition. Le thérapeute, il connaît les patients, il connaît leurs problèmes et intuitivement, il sait comment il faut faire. Mais après, quand il faut les spécifier pour pouvoir les analyser dans l'environnement virtuel et puis les qualifier, etc., ça devient un peu difficile, mais ça devient très intéressant et très riche pour la formation. Alors après, le problème d'évaluation, on en a parlé, là je ne rentre pas trop dans les détails, mais l'évaluation peut se faire à différents niveaux. Comme j'ai dit à mon schéma, on s'occupe d'une version fonctionnelle au départ pour concevoir. Pour évaluer, on fait l'inverse. Il faut voir si les interfaces comportementales, c'est-à-dire l'interface sensorimotrice, l'interface motrice ou sensorielle, sont utilisables. C'est des tests d'utilisabilité. Vous connaissez, je suppose. Mais c'est indépendant de la... Pardon. Après, il y a les tests de comportement. Est-ce que le comportement de la personne au niveau psychologique, au niveau des attitudes, est correct par rapport, évidemment, aux besoins pédagogiques et par rapport à l'activité. Par exemple, si c'est un milieu hospitalier, est-ce qu'elle a le comportement dans l'environnement virtuel qui n'est pas biaisé par rapport au comportement qu'elle doit avoir dans un environnement réel, un véritable hôpital. Et donc après, après c'est les tests pédagogiques. Et donc souvent les gens font des tests pédagogiques. Alors moi je hurle un peu, Je leur dis, mais attendez, est-ce que vous avez déjà testé le comportement de la personne dans l'activité? Est-ce
qu'elle l'utilise correctement. Il faut bien séparer un peu tout ça si on veut aborder ces questions-là. Donc après, il y a un dernier point, parce que oui, je suis bavard, je vais arrêter là-dessus pour discuter. Dernier point, c'est dire la réalité virtuelle, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas ce qui va être toujours utilisé en formation en réalité virtuelle. Donc il faut pouvoir comparer avec les différents dispositifs, les différentes façons pédagogiques. Hein. Donc c'est juste un petit exemple. Hein. On peut combiner différents cas, hein. Ce n'est pas une liste exhaustive. On peut simplement simuler un processus, hein, puis le voir en temps réel ou en temps différé. On peut faire une immersion visuelle dans une modélisation 3D. Hein. Donc, dans un écran, vous allez modéliser un processus sans qu'il y ait une intervention de la personne. Elle intervient juste sur le processus. Vous pouvez faire une immersion visuelle via une vidéo classique. Hein. Une vidéo classique peut suffire à comprendre le métier d'une infirmière, etc. Il peut y avoir une immersion corporelle. Alors, soit vous êtes dans une vidéo 360 degrés, mais dans une vidéo 360 degrés, en général, on est passif. Hein. Mais ça peut être intéressant. Vous avez une immersion corporelle d'interaction dans un VR vidéo, c'est-à-dire on a une vidéo, mais on peut interagir, etc. Vous pouvez faire une immersion, hein, comme les Serious Games, qui est une immersion visuelle à distance, mais vous pouvez faire une immersion corporelle, comme dans un jeu vidéo avec un casque, etc. Donc, il y a différents types de possibilités pédagogiques, hein, différentes approches pédagogiques, sans rentrer sur des questions encore Hervé, ERA, etc. Donc, ces questions-là sont importantes à traiter. Et pour vous donner un exemple et un peu des contre-exemples, si on prend la simulation, modélisation pour l'anatomie du corps humain, hein, parce que souvent on voit ça, si vous avez une application chirurgicale, c'est sûr que le chirurgien, lui, ce qu'il veut voir, c'est l'intérieur du patient. C'est l'exemple classique qui est connu depuis 20 ans, 25 ans, que, évidemment, il faut l'intérieur, voir que le chirurgien, s'il voit l'intérieur du corps du patient, il va être intéressé. Donc, il faut faire de la réalité augmentée. Mais pour une préparation d'une opération chirurgicale, à ce moment-là, on peut faire tout en réalité virtuelle. Par contre, si c'est comprendre l'anatomie d'un humain, une modélisation 3D suffit. Hein. Et le contre-exemple qui est donné par Microsoft, évidemment, qui pousse pour vendre les HoloLens, ils vont faire croire que vous avez besoin de voir un mannequin, puis d'avoir chacun son casque, pour comprendre l'anatomie d'un patient. Alors, vous avez une mauvaise qualité d'image, vous êtes mal installé, vous êtes obligé de déplacer. Vous mettez 10 étudiants, avec chacun des étudiants, il a son écran haute qualité, et puis il peut comprendre la modélisation, puis l'enseignant, il communique avec tout le monde. Donc, vous avez des contre-exemples qui sont souvent cités, hein, comme quoi que c'était intéressant. Mais ça, c'est pour vendre les casques de réalité augmentée, qui est, à mon avis, une action pédagogique inintéressante. Mais ça aussi, c'est une copie de ce qu'on faisait dans le passé. Dans le passé, on n'avait pas de modélisation, on n'avait pas d'ordinateur, on avait l'anatomie du patient, d'un squelette, on a un squelette, puis on tournait autour. Là, ça n'a pas d'intérêt. Et si vous voulez comprendre le fonctionnement d'un organe, vous faites la modélisation, la simulation. J'avais vu aussi un exemple, c'était gentil, mais on rentrait dans l'estomac de la personne, etc. Puis je leur dis, mais c'est pourquoi vous faites ça? Ah ben c'est spectaculaire. Oui, mais spectaculaire. Mais au niveau pédagogique, quel est l'intérêt? Alors quand un pédagogue me dit, je terminerai là-dessus, ah ben je mets un casque parce que c'est un produit innovant, donc je fais l'innovation, je leur dis, ben, vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi vous faites ça en réalité virtuelle? Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je pense qu'on va débattre un peu. C'était un peu vite, mais on ne peut pas trop rater. Ben, il y a évidemment différentes variabilités et limites. Donc le biais, c'est évidemment les questions. Hein, on a abordé un peu, je ne reviens pas là-dessus. Alors, en 2016, j'ai écrit un casque, mais il commence déjà à dépasser. Hein. Mais bon, c'est jeux vidéo, mais surtout, j'ai écrit un dernier livre, qui est un peu une synthèse du traité de la réalité virtuelle, où il y avait un ouvrage collectif, où il y a une centaine d'auteurs. On avait écrit un livre entre 2001 et 2009. Et là, j'ai fait une petite synthèse à ma façon, où théorie de la réalité virtuelle, donc j'approche toutes ces questions-là de façon plus approfondie, si vous avez le temps de lire. Et il y a évidemment un chapitre sur éducation et rééducation. J'ai mis dans le même chapitre éducation et rééducation, parce que la démarche est la même, qu'on soit quelqu'un en train de former du personnel ou qu'on soit en train de faire la rééducation d'un patient. Voilà. Avec une approche un peu générale, hein, bien sûr. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute.